Bonjour à tous, ceci est la 5e partie de notre projet et aujourd'hui nous allons voir les modificateurs. Comme la dernière fois, il est possible que la leçon dure un peu trop longtemps, donc je vais la couper en deux si jamais elle dure plus d'une demi-heure. Donc les modificateurs, une fois un objet sélectionné, on peut les retrouver dans le panneau des propriétés, dans l'onglet Modifiers Property, et donc en cliquant ici, on obtient une liste de tous les modificateurs disponibles qui sont organisés en 4 catégories: Modify, Generate, Deform et Physics. Et nous allons seulement voir des modificateurs de cette catégorie et seulement dans l'ordre Array, Bevel, Boolean, Mirror, Screw, Solidify et Subdivision surface. Je vais commencer à vous démontrer ce que fait le modificateur Bevel. Si je choisis le cube de droite et que je choisis Bevel dans la liste, nous l'avons vu dans les leçons précédentes, ce modificateur existe aussi quand on est en Edit Mode. Donc, si je passe en Edit Mode avec le cube de gauche et que je choisis l'outil Bevel sur chaque arête, que je modifie les valeurs pour qu'elles correspondent à celles de droite, on se rend compte que nous avons exactement le même résultat. La différence principale entre une modification en mode Edit et un modificateur, c'est que l'on peut, avec le modificateur, revenir en arrière à n'importe quel moment et modifier tous les paramètres du modificateur. En Edit Mode, si je devais revenir quelques étapes en arrière, je devrais essayer de remodifier le résultat de manière manuelle ou en utilisant certains autres outils dont le processus serait compliqué. Avec le modificateur, encore une fois, je peux modifier à n'importe quel moment tous ces paramètres. C'est ce qu'on appelle un procédé non destructif, parce que cela, entre guillemets, ne détruit pas l'objet original. Si j'utilise cette petite croix pour supprimer le modificateur, on se rend compte que le cube de départ est toujours là intact. Je profite de ce moment pour vous montrer les autres options disponibles pour chaque modificateur. Nous avons ce bouton qui permet d'afficher ou non le résultat de la modification lorsque l'on rentre en mode Edit Mode. On voit qu'il n'est plus là, et là on voit le résultat affiché. Le second bouton permet de masquer les effets dans la vue, et le dernier permet de désactiver ces effets pendant le processus de rendu. Et ensuite nous avons une petite liste qui nous donne des options courantes comme dupliquer le modificateur, qui peut être utile dans certains cas, et une autre option appelée Apply, qu'on peut traduire par appliquer en français. Cela va appliquer les modifications liées au modificateur sans pouvoir revenir en arrière. Donc cela nous sort du processus non destructif lorsqu'on applique un modificateur. Mais cette opération est des fois nécessaire dans certaines circonstances. Pour la suite, nous allons utiliser cet objet qui est une armoire. Nous serons disposés des livres en haut et je vais accélérer les vidéos dès que je peux et revenir à une vitesse normale dès que j'aurai un autre modificateur à vous montrer. Jusqu'à maintenant, nous avons vu assez de méthodes pour pouvoir commencer un objet de plusieurs manières, soit en utilisant une géométrie de base que l'on va modifier pour coller à la silhouette de l'objet, ou bien modifier un seul objet en Edit Mode et utiliser par exemple des outils comme Loop Cut et Extrude pour pouvoir avoir la forme générale de l'objet.
quand nous avons quelque chose comme ceci, c'est-à-dire une géométrie ouverte, pour la refermer, nous pouvons aller dans le menu Face et choisir Fill. Cela va refermer le trou en ajoutant assez de géométrie, donc ici des arêtes, afin que l'on n'ait pas de n-gon. Sachant que cette surface ne va pas être touchée et va rester plate, je peux utiliser le raccourci sur mon clavier avec la touche F pour refermer simplement ma géométrie avec une seule face et donc des n-gon. Mais cela n'a pas d'importance. Et pour cet endroit-ci, je vais utiliser mon outil favori maintenant, qui est l'outil Shear. Cette planche fait partie de mon meuble, mais si l'on souhaite le détacher de la forme globale, ce que l'on peut faire, c'est que, une fois sélectionné, aller dans Mesh et choisir Separate, ce qui nous donne 3 options. Selected, ce qui veut dire que cela va séparer tout ce qui a été sélectionné. By Materials, c'est-à-dire que chaque objet avec un matériau différent va être séparé. Ou by Loose Part, ce qui veut dire que chaque mesh qui ne va pas être connecté aux autres va être séparé de l'objet. Puisqu'il est sélectionné, on peut choisir directement l'option Selected. Et maintenant, cette planche est séparée du meuble. Je vais vous montrer autre chose. Regardez ce point ici. Cela représente ce qui est appelé l'origine de l'objet. Ce qui signifie que si je fais une rotation de cette planche, ceci va être utilisé comme le point de pivot. Et ce n'est pas ce que l'on veut. Ce qui serait mieux, c'est que l'origine de l'objet soit proche de son centre de gravité. Et pour ça, on peut aller dans Object, Set Origin, et choisir Origin to Geometry. Cela va placer le point au centre de gravité de l'objet. Et on voit que maintenant la rotation est plus facile. Le prochain modificateur que je vais vous montrer, c'est le modificateur Array. Pour montrer son fonctionnement, je vais utiliser ce cube-ci, dont j'ai changé la taille sur l'axe Y, et je vais lui ajouter le modificateur. On ne sait pas exactement ce qui se passe pour l'instant, mais si on regarde aux paramètres du modificateur, on va voir que le modificateur Array duplique un objet dans une certaine direction et un certain nombre de fois. Pour le moment, nous avons 2 objets finaux, l'original d'ici et son duplicata ici. La différence de position entre les deux est ici, donc d'unité sur l'axe X. Ça veut dire que ceci est l'axe X, donc il duplique et le déplace dans cette direction. Et parce que c'est un déplacement relatif, on considère qu'il utilise la taille du cube original pour déplacer ses copies. Si j'en choisis 2, on se rend bien compte que entre les deux, nous avons la taille d'un des cubes au milieu. Pour le démontrer encore mieux, si je modifie la taille d'un objet, on se rend compte que la distance entre les deux augmente ou diminue en fonction de la taille de l'objet original. On peut choisir sinon Constant Offset, ce qui veut dire que le décalage va être fait de manière constante, peu importe la taille de l'objet original.
On voit bien que l'objet dupliqué change quand on change l'original, bien sûr, parce que c'est un duplicata, mais l'écart entre les deux ne change pas. Nous avons encore une option appelée Object Offset qui nous permet d'utiliser un objet pour le décalage. Ce qu'on utilise généralement dans ce genre de cas, c'est un objet appelé empty, qui sont des objets qui n'apparaissent pas pendant le processus de rendu, et ils sont généralement utilisés comme des contrôleurs. C'est-à-dire qu'ils sont la référence pour une transformation ou par exemple un modificateur. Si je le positionne ici, et que je le choisis en tant que Object Offset, on s'aperçoit que la copie est positionnée exactement où l'empty est positionné. Donc, si on doit appliquer ceci à notre planche, ce que je fais généralement, c'est que j'ajoute le modificateur, je change l'axe du décalage relatif, donc là, de l'axe X à l'axe Z. On peut utiliser la référence dans l'image pour aligner les planches, mais là pour vous démontrer l'utilisation du modificateur, je vais placer la première planche comme étant le haut de mon meuble, et puisque nous avons 3 planches, je vais faire 5 copies, et je vais positionner la dernière comme si elle était au niveau du bas de l'ouverture. J'avais oublié d'activer les raccourcis, et on se rend compte que maintenant, la distance entre chaque planche est uniforme. Ce que je peux faire maintenant, c'est appliquer le modificateur, puisque je n'ai pas besoin de modifier les planches ensuite. Passer en Edit Mode. Sélectionner les planches en haut et en bas. Et les supprimer. Ce qui nous donne 3 étagères bien positionnées sur l'ouverture. Je vais maintenant rajouter les portes en bas du meuble. Et puisque on se rend compte que chacune des portes est identique, je vais vous montrer le prochain modificateur. Et ce dernier s'appelle le modificateur Mirror. On se rend compte, comme son nom l'indique, qu'il va faire une copie en miroir du premier objet sélectionné. J'ai une géométrie qui s'arrête au niveau de l'axe Y, c'est-à-dire entre plus X et moins X. Et lorsque le modificateur miroir est activé, on a un duplicata du côté plus X vers le côté moins X. On se rend compte qu'on a bien une copie en miroir parce que la lettre Z est inversée sur la gauche. On peut choisir un autre axe comme axe pour le miroir. On voit ici que le Y a été dupliqué à l'arrière. Ok, une fois désactivé, on voit bien que le Y n'est plus à l'arrière. Et on peut faire de même en choisissant l'outil Z. On voit bien que le Z qui était sur le dessus est maintenant en dessous. Je vais vous montrer les deux prochaines options qui sont Bisect et Flip. Si un objet dépasse la coupe, c'est-à-dire va au-delà de l'axe Y qui est l'axe du miroir, ce qu'on va obtenir, c'est que la partie qui dépasse sur la gauche va être dupliquée sur la droite, et donc nous allons avoir des géométries dupliquées les unes sur les autres. Pour vous le montrer,
je vais appliquer le modificateur, aller en Edit Mode et choisir mes arêtes et l'outil RIP pour pouvoir ouvrir la géométrie. Il y a beaucoup d'arêtes, et à la fin, on se rendra bien compte qu'il y avait plusieurs faces les unes sur les autres. C'est quelque chose que nous ne voulons pas, bien évidemment. Donc, maintenant je vais utiliser l'option Bisect, toujours sur l'axe X, qui va d'abord couper notre objet au niveau de l'axe, et ensuite faire la copie en miroir. Alors juste pour vous montrer, quand on choisit l'axe X, c'est bien sur ce plan que l'objet est découpé. Il prend le côté plus X et le reproduit sur le côté moins X. Donc maintenant je vais effacer ce dessin. Donc, si on applique le modificateur, on va en Edit Mode, on voit bien la coupe qui est déjà affichée. Ok. Et maintenant, si j'ouvre la géométrie, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autres faces copiées les unes sur les autres. Et pour la prochaine option, Flip, cela va nous permettre d'indiquer, lorsqu'on utilise l'option Bisect, si on veut finalement faire une copie du côté X positif vers le côté X négatif, ou inversement, parce que flip veut dire retourner ou inverser. Si j'utilise cette option maintenant, on se rend compte qu'il a pris la partie gauche, qui était la moitié d'un cube, et l'a reproduit sur la droite, qui avant était comme ceci. Maintenant que j'ai désactivé le modificateur dans la vue, on voit bien qu'il a pris la partie gauche et l'a copié ainsi sur la droite. Et le résultat est bien un cube. L'option Mirror Object est similaire à ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire que c'est un objet qui va servir de référence pour l'axe du miroir. Si j'ajoute un objet empty et que sur cet objet je choisis l'empty comme étant l'objet de référence, ainsi, maintenant si je déplace l'empty, on se rend compte que l'axe s'est déplacé et que la partie dupliquée du miroir est maintenant décalée. C'est quelque chose qui est des fois utile. Maintenant que nous avons vu le modificateur Mirror, nous allons l'ajouter à ce cube. Voilà. Pour l'instant, on ne voit pas l'effet puisque le cube était bien aligné au milieu. Et on voit bien maintenant que si je réduis la taille de ce dernier, nous avons comme résultat l'équivalent de 2 portes. Puisque c'est un miroir totalement identique, tout ce que je fais du côté droit va être reproduit du côté gauche. Je peux voir les résultats immédiatement, et cela me permet de faire seulement une porte et d'avoir la deuxième. On voit bien que la porte du côté gauche est exactement identique à la porte du côté droit. Et maintenant, notre meuble est terminé. Je vais maintenant fusionner les portes au corps du meuble principal. Et ce que l'on va observer, c'est que lorsqu'on fait une fusion, l'objet actif, en orange clair, va conserver ses modificateurs, et donc ils seront utilisés sur
l'objet qui va être fusionné, mais les autres objets, eux, vont perdre leur modificateur. Donc, ce que nous devons faire ici, c'est décider si on a encore besoin du modificateur mirror, et je pense que nous n'en avons plus besoin. Donc maintenant, l'appliquer à cet objet, et ensuite fusionner les portes avec le corps du meuble. On peut maintenant ajouter un bevel afin d'arrondir un petit peu les arêtes de cet objet. Et je vais changer le shading en shade smooth, aller activer l'option auto smooth que nous avons vu précédemment. Et là, on se rend compte que les portes ont l'air un peu trop arrondies, donc je vais modifier la valeur de l'angle. Ainsi. Mais le problème, c'est que nous avons une partie des formes qui nécessiterait une valeur plus élevée, alors que les portes, elles, ont besoin d'une valeur plus basse. L'idée ici, c'est de choisir quelle partie de l'objet a la priorité. C'est-à-dire que là on voit bien que les parties très visibles de l'objet sont affectées par cette valeur trop basse. Donc je vais la remonter à 30. Ok. Peut-être l'augmenter un peu plus. Et ensuite, pour que les portes ne soient pas affectées par les groupes de lissage, on peut choisir ces arêtes. Ainsi. Celle-ci aussi, c'est du côté gauche. Et aller dans le menu Edge et choisir Marque Sharp. Cela va faire en sorte que ces arêtes ne soient pas affectées par aucune autre option qui est censée les rendre lisses. On peut toujours revenir en arrière, les sélectionner, aller dans Edge et choisir Clear Sharp. Ce qui est considéré comme étant Sharp apparaît de couleur bleu clair, donc on ne peut pas ne pas les voir, même en wireframe mode. Donc maintenant je pense que ce meuble est vraiment terminé. Et nous avons vu les modificateurs Bevel, Array et Mirror. Pour la suite, le prochain modificateur, je vais utiliser cet objet qui sont des tubes à essai. J'ai passé toutes les étapes jusqu'à maintenant, puisque l'objet est relativement simple et vous savez déjà comment le modéliser. Le prochain modificateur que je vais vous montrer s'appelle le Boolean Modifier, le modificateur booléen. Pour vous montrer ce qu'il fait, je vais utiliser cette scène avec un cube et une sphère. Faire une opération booléen nécessite deux objets. Donc une fois affecté à un objet, la première chose à faire, c'est de choisir le second objet. On peut utiliser cette pipette pour sélectionner l'objet dans la scène directement. Et si la scène est assez simple ou que les objets sont bien nommés, on peut aussi cliquer ici et cela nous fournira une liste de tous les objets dans la scène. N'ayant qu'une sphère, je peux la trouver facilement. Et ensuite, ça me propose trois types d'opérations. La première s'appelle différence. Et je vais vous montrer ce que cela fait. Si je masque cette sphère, on se rend compte qu'elle a creusé le cube que nous avions au début. Cela correspond au paramètre différence. Si je choisis la sphère, je peux aller dans l'onglet Object Property du panneau des propriétés, aller dans la section Viewport Display qui définit comment les objets sont affichés dans la vue 3D,
on a des options texture, qui veut dire que elle s'affiche comme tous les objets jusqu'à maintenant. Solid va limiter l'affichage comme si on était en shading mode solide. Wireframe de même. Et cela va affecter l'objet dans toutes les vues. Et bounce signifie que l'on va afficher une boîte de la même taille qu'un conteneur pour l'objet. Cela ressemble donc à un cube, mais il faut considérer que la sphère est contenue à l'intérieur. Maintenant, si je déplace la sphère, on voit bien que le trou qu'elle forme dans notre cube change en fonction de l'emplacement de la sphère. Ça fait partie des avantages du modificateur, qui sont que l'on peut changer ses paramètres à n'importe quel moment. À noter que les caractéristiques des objets qui interagissent entre eux affectent le résultat. La sphère est shaded flat, c'est-à-dire que ses faces sont plates. Si je la refais apparaître, on le voit bien sur la sphère. Si maintenant je passe en mode shaded smooth et que je remasque la sphère, on se rend compte que ce qui est découpé est lissé. Cela provoque des petits soucis au niveau du cube parce que nous avons maintenant un mix de paramètres dessus. Donc je peux choisir clic droit Shade Smooth et ensuite aller activer Auto Smooth. Une chose à prendre en compte avec ce modificateur, c'est que si je l'applique et qu'on observe la topologie du modèle résultant, nous avons un gros n-gon ici, un autre ici également, et un troisième là. En fonction de l'utilisation de l'objet ensuite, cela pourrait causer des problèmes, donc soyez prudent quand vous utilisez ce modificateur. La prochaine option que je vais vous montrer, c'est l'option Union. Si maintenant je change le mode d'affichage de la sphère, on voit à ce moment-là le trou qui est creusé par la sphère. Si je passe en mode Union, je vais masquer la sphère et on se rend compte que finalement, les deux objets ont fusionné en un seul et la caractéristique par rapport à une fusion normale, c'est que la partie de la sphère qui était ici n'existe plus. Elle a été retirée. Et le dernier paramètre, intersect, je pense que vous devinez ce qu'il fait, c'est que le résultat correspond à la géométrie qui est à l'intersection des deux objets. Et encore une fois, si je reviens sur ma sphère, je peux la déplacer, et cela affecte en temps réel le résultat que nous obtenons. Donc, de retour sur nos tubes à essai, vous comprenez que ce que je veux faire ici, c'est créer des trous dans le haut du support, afin d'y passer les tubes. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est revenir sur cet objet que j'ai créé exactement de la même manière que un des premiers objets qui étaient les bouteilles de potions. Je vais masquer le support et je vais utiliser le modificateur booléen en mode Union. Cela me permet de fusionner les objets entre eux. Si j'applique ce modificateur et que j'en ajoute un autre pour la sphère en bas, en mode Union, ils ont fusionné.
je vais l'appliquer encore une fois. Je vais masquer les parties qui constituaient le tube avant, et on se rend compte que la géométrie ressemble bien à une des tubes à essai. Je vais rendre ces faces lisses, et on se rend compte que c'est plutôt correct. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller en mode Edit, et ensuite faire une extrusion vers l'intérieur pour avoir l'intérieur du tube. Je vais suivre la courbure extérieure afin que cela semble le plus correct possible. Et vous vous rendez bien compte que puisque ce sera à terme un objet en verre, on verra bien l'intérieur et cela sera correct. Si on revient sur notre support, je vais d'abord dupliquer les tubes à essai en utilisant un modificateur que nous avons vu, c'est le modificateur Array. Je vais ajouter 5 copies et modifier le décalage afin qu'elle soit bien alignée avec la référence. Et maintenant je vais avoir besoin d'un objet pour créer les trous. Je vais utiliser un cylindre que je vais modifier de manière à ce qu'il soit assez grand pour que le tube puisse passer à travers le trou, mais pas le bord supérieur pour pas que le tube tombe à travers. Cela me paraît ok. Je vais le positionner plus haut pour être sûr qu'il traverse bien mon support. Et je vais faire comme avec les tubes, c'est-à-dire utiliser le modificateur Array pour en avoir 5 copies, bien espacées. Je vais utiliser maintenant le modificateur booléen, sélectionner les cylindres et le tout en mode différence. Si jamais l'opération fait disparaître certains éléments, on peut changer la méthode du solver de exact à fast. Et maintenant, les cylindres sur les côtés sont de retour. Je peux maintenant appliquer le modificateur, retirer ces cylindres, et si on regarde, on a bien les trous au bon endroit. Donc grâce à ça, nous avons vu le modificateur booléen. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, pour ne pas qu'elle soit trop longue, et comme la dernière fois, les prochains modificateurs seront dans la prochaine vidéo. J'espère que vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon. À bientôt.